Nouveau mois, nouveau suivi de portefeuille. Est-ce qu'on est dans le vert? Est-ce qu'on est dans le rouge? Quels ont été mes derniers arbitrages? Bienvenue sur Logic Invest. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on part dans le vif du sujet. On va analyser un petit peu les résultats du portefeuille sur le mois de mai 2026. Comme d'habitude, je vous fais ça par GDoc. Pourquoi? Pas pour vous enfumer ou autre, mais tout simplement pour que j'ai mes petites perfs de stocker ici. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo fin d'année avec vraiment toutes les perfs mois après mois. C'est un peu plus sympa pour moi aussi pour m'y retrouver. Et on va aller voir directement au mois de mai ce qu'on a fait. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ça soit Discord pour retrouver tous les deep dives tout complètement gratuitement sur ma page X, sur mon compte Instagram, sur Reddit j'y suis un peu moins je vous avoue. Mais vraiment si vous voulez les achats en direct c'est sur X et sur Discord que ça se passe. Et si vous voulez les deep dives des sociétés totalement gratuitement, sans lien Telegram, sans lien WhatsApp payant ou je ne sais quelle connerie de formation où vous allez tout simplement être pris pour des quiches, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Les amis, donc la valeur du portefeuille total est de 65 000 euros en ce mois de mai 2026 et on a 56 000 euros d'investis, donc une plus-value latente de 15%. En réalité, j'en avais plus et j'ai vendu quelques positions depuis le début, donc ça a fait baisser un petit peu mes plus-values latentes parce que je les ai encaissées tout simplement, les amis. Donc le portefeuille global, il se dispose, enfin il est dispatché entre guillemets en trois petites poches. On a une poche quality où j'ai tout simplement créé ma méthodologie d'investissement. Je vous la refais en quelques secondes pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes. C'est simple, je crée une thèse d'investissement pour comprendre le business model, les projets, pour essayer de faire des projections de croissance tout simplement, hein. Définir si l'entreprise a un mode à rond par concurrentiel ou pas. J'essaie de définir aussi les trois plus gros risques parce que chaque entreprise a des risques. Et in fine, quand j'ai fini tout ça, je dois répondre à plusieurs questions. Est-ce que je comprends le business model de l'entreprise? Si oui, est-ce que j'ai une conviction dans cette foutue entreprise? Et si j'arrive à répondre à tout ça, j'essaie de faire un prix juste hyper conservateur. Il n'y a que ça qui nous sauvera le cucu d'être conservateur parce que si vous êtes beaucoup trop optimiste, on l'a vu, énormément d'analystes se trompent, hein. Personne ne sait quand on est en haut de cycle et énormément de boîtes sont cycliques dans le marché. D'ailleurs, j'irai faire une petite aparté en fin de vidéo où j'irai parler un petit peu de ce qui se passe parce que quand j'enregistre la vidéo, pardon, on a un Nasdaq qui s'est pété la gueule à à moins 4% pour le Nasdaq, moins 2,5 pour le S&P 500 je crois. Donc faites attention quand vous investissez. Mais voilà, la poche quality c'est ça et j'ai les critères de choix, un up du chiffre d'affaires minimum 8% par an sur les 10 dernières années, une marge nette de 15%, des marges de free cash flow de 15%, bref, je fais vraiment un screener pour dégager énormément de sociétés et je n'investis pas sur des boîtes pharmaceutiques tout simplement. Je me suis interdit les SaaS et j'en reparlerai en fin de vidéo. Peut-être qu'il y aura une toute petite digression, pourquoi pas jouer peut-être une remontée de SaaS sur une entreprise dans le portefeuille. Bref, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc la perf globale du mois de mai 2026 sur le portefeuille, elle est de 2,8%. On sous-perf le S&P 500 parce qu'on essaie de battre le S&P 500. S&P 500 qui était à 5,59 au 31 mai. On était devant juste au départ du mois de mai. Et derrière, le portefeuille a un petit peu souffert, mais vous inquiétez pas, je vais vous détailler la compo du portefeuille. Et moi, je suis un portefeuille qui est clairement pas momentum, qui est là pour les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, qui n'est pas là pour les 3 ou 4 prochains trimestres. La poche quality, elle, souffre aussi un petit peu moins de 2% de perf, là où le S&P 500. D'ailleurs, là, je me suis trompé parce que là, je l'ai pris accumulant en euros, donc on était à 5,59. Et là, j'ai pris le S&P 500 normal à 4,84, pardon, mais on est, comment dire, on se match par rapport au S&P 500 en euros, tout simplement, parce que j'investis en euros, donc je prends le S&P 500 en euros. Donc on est toujours derrière, hein, bien évidemment, 2% de perf, c'est pas grave. En vrai, c'est pas des performances pourries sur un mois, hein, 2% sur le portefeuille global, 2% pour la poche quality, il faut être patient, ça m'inquiète pas du tout. La poche dividende, elle, par contre, a souffert. On a vu Chip Properties qui a pas mal souffert. On a aussi Partners Group qui s'est pris un missile en fin de mois et début du mois de juin. Donc la poche dividende souffre un peu, mais de toute façon, je ne vais pas la renforcer dans les mois qui vont suivre. J'ai tout expliqué dans justement ma poche ETF qui performe pas trop mal, 3,60% de performance sur ce mois de mai. On est toujours derrière le S&P 500 qui n'a pas fait 4,84 mais qui a fait 5% en euros. Et la perf depuis le 1er janvier, on est sur du quasiment 8% de perf quand je fais la vidéo sur le portefeuille global. Donc on est largement derrière le S&P 500 qui lui est à 11, quasiment 12%, mais on va la rattraper ce foutu S&P 500. On était devant toute l'année, on est repassé derrière à cause de la belle envolée du S&P 500 au mois de mai.
et fin avril, mais je ne suis pas inquiet. Et depuis la création de la poche Quality le 1er janvier 2025, 18% de performance sur cette poche-là, et on est toujours devant le S&P 500. Donc je fais un petit peu la genèse de mon portefeuille 2023, création du portefeuille. Au début, j'ai fait un petit peu de dividendes, j'ai acheté un petit peu de merde, je vais pas vous mentir. Derrière, j'ai fait une stratégie full ETF, stratégie que je n'ai pas changée, que j'ai appliquée sur 2023, enfin fin 2023, 2024, 2025. Là maintenant, je touche quasiment plus à mes ETF. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et je l'ai fait déjà dans ma vidéo portefeuille ETF et 2025, je crée ma méthodologie sur les actions quality. Et derrière, on fait du 18% depuis en 1 an et demi, donc je suis très content. Donc là, compo quality, ma petite compo quality, pour l'instant, elle est de 9 actions. Je peux remonter jusqu'à 12, mais j'irai pas au-dessus. Donc en première position, on a Nvidia à 26% du portefeuille, 13% Microsoft. D'ailleurs, Nvidia, je vais sortir une vidéo sur la keynote d'Nvidia mercredi à 18h. Prenez vos petits billets, les amis. Ça va être très intéressant ce qu'a proposé Nvidia pour la keynote et je trouve que l'action va commencer d'être intéressante au prix actuel. Donc on a Microsoft en 2, Microsoft que j'ai pas mal renforcé depuis un petit moment avec les baisses, etc. Je ne toucherai plus à Microsoft. On a Tencent que j'ai renforcé sur ce mois de juin, voilà, je vous fais petite confidence. Mastercard, pareil, que j'ai renforcé au mois de juin à 10%, Google à 9%, Booking à 7,9%, Ferrari à 7,4%, Resmed à 7% et Prada à 6% qui ferme la marge. Donc encore 3 entreprises qui peuvent intégrer la compo quality. Donc on voit qu'on a des boîtes qui ont pas mal souffert, hein. Microsoft, ça a pas mal souffert depuis un petit moment. On a Tencent qui avait bien performé en 2025, qui est en train de totalement s'écraser. Mastercard, c'est pas la folie non plus. Google, très très bonne performance. C'est la plus grosse perf du portefeuille. Booking, c'est pareil, hein, c'est un peu contrariant. Ferrari, ça a pas mal repris depuis que j'ai acheté RSMed et Prada. C'est un peu dans le rouge. Donc voilà, j'ai fait un portefeuille pour aller chercher de la croissance sur les prochaines années avec des prix justes, des entreprises qui étaient un peu avec un momentum pourri. Mais ça ne m'inquiète pas. Voilà pourquoi je suis derrière le S&P 500 sur ce début d'année 2026. Et depuis 2025, on est devant. Donc, on a la distribution des performances. Un Google, plus vieille société que j'ai dans ce portefeuille-là. J'en ai pas mal acheté au mois d'avril avec les frais, les droits de douane de Trump. Plus de 100%. Donc, bagueur sur Google. Nvidia, plus de 20%. On était à 25, il me semble. Ferrari, Microsoft, Booking qui sont dans le vert. Et on a Mastercard, Tencent qui était quasiment à plus 30% à un moment donné, qui s'est écrasé. J'ai renforcé Prada et Resmed, pareil. Je suis pas du tout inquiet sur ces entreprises-là. Et d'ailleurs, comment dire, entre le moment où j'ai fait les captures d'écran et où j'ai fait la vidéo, Resmed a repris 4 ou 5%. Donc, je suis pas inquiet. Donc, la compo dividende, compo que je ne toucherai pas. Pourquoi? J'ai un ETF, le GEPQ, qui me donne 10% de rendement sur des covered call avec le Nasdaq. Donc, j'investirai dessus plutôt parce que j'ai pas forcément d'entreprise assez intéressante pour moi qui sont à des prix, à des valos intéressantes pour ma compo dividende, tout simplement. Donc on a Vici Properties en numéro 1, on a Partners Group en numéro 2, Tasté Gourmet Group, n'hésitez pas à aller voir mon deep dive dessus, une boîte qui gère des restaurants à Hong Kong et en Chine continentale qui arrive aussi. On a Coca-Cola, Realty Income, AXA, Agri Realty, Crédit Agricole. Pourquoi je les ai pris sur CTO et pas sur PEA? Tout simplement parce que c'est des erreurs de base et j'ai pas envie de les revendre. Pourquoi? Parce que j'ai fait des grosses perfs dessus, hein. AXA, je suis à 60% de perf. Le Crédit Agricole, je crois que je suis à 50. Coca-Cola, je suis pas loin des 40%. Agri Realty et Realty Income aussi des très très bonnes performances. Et ça, c'est sans compter les dividendes, les amis. Toutes les actions, toutes les performances, c'est ce sans compter pardon, les dividendes. Donc en réalité, j'ai des bien plus grosses performances sur toutes ces boîtes-là. Mais j'ai pas non plus des grosses lignes. Et on a les 3 entreprises que j'ai rajoutées récemment qui sont dans le rouge. C'est pas grave du tout. Et on a la compo ETF, donc 30% ETF Asie, Chine, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, avec du SKNX, comment dire, du TSMC, etc. En première position, Alibaba, Tencent, bref, vous avez les 5-6 fantastiques que j'avais déjà cités dans ma vidéo ETF. Donc, première position, je veux la monter à 32%. Je verrai si je renforce ou pas. On a en deuxième le S&P 500 que tout le monde connaît. Et petite chose à savoir, c'est que tous mes ETF sont distribuants. J'ai une stratégie où, mois après mois, année après année, je veux de plus en plus de revenus grâce à mes investissements. Et je brade. J'accepte quelques points de performance en moins. Et même en ayant tout ça, ma compo ETF défonce largement depuis que je l'ai créé, le S&P 500, les amis, et même le Nasdaq. Donc à 15%, pardon, on a un ETF sur le secteur pétrolier. Je ne savais pas vers quelle pétrolière aller. Quand je faisais ma méthodologie, etc., j'avais du mal à choisir. Je me suis dit, j'achète le secteur. On a un baril à 60 $. Grand bien on a pris, parce que c'est, je crois, ma deuxième position en termes de performance sur les ETF. Donc, je suis très content. On a un ETF qui donne un petit peu de rendement en dividende. Celui-là, je vais le vendre.
petit à petit pour passer vers le GEPQ et les 10 c'est tout simplement ma poche de cash du CTO tout simplement. On a 5 sur les 60 000 €, donc un peu plus de 3 000 € de, cash disponible si jamais on a des baisses et les performances, tout est dans le vert. Donc en premier on a, le portefeuille Asie, en deuxième on a l'énergie, en troisième on a le, S&P 500, en quatrième on a la poche dividende, en cinquième on a les obligations qui ont des plutôt bonnes perfs et on a le GUPK, dernier, portefeuille, enfin dernier pardon, ETF rentré. Donc on va vendre cet ETF-là pour renforcer le GEPQ et peut-être qu'on ira chercher un jour un portefeuille, de pays émergents, mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas et ce que je vais faire, c'est que ce portefeuille-là, je ne vais pas forcément le toucher parce que j'ai un objectif de 70 actions et 30 ETF et une fois que j'atteindrai ça, peut-être qu'on fera une revente ou 2 une fois par an pour tout simplement réallouer en fait les pourcentages cibles ou si vraiment je trouve pas d'action et que ma poche, comment dire? Ma poche de cash est pleine et ben, on refera un DCA tout simplement parce que investir sur les marchés, même quand ils sont hauts, ça reste le meilleur investissement que garder trop de cash. Donc côté dividende, on a 93 € de dividendes touchés au mois de mai, on a une moyenne mensuelle à, 92 €, mais en réalité on va être à bien plus. Pourquoi? Parce qu'on a, ah je ne l'ai pas marqué, mais on a, bah, des dividendes qui augmentent à environ, de 10 par an, donc on serait quasiment je crois à 1 300 ou 1 400 € par an de dividendes actuellement, plus cette augmentation de 10 par an, donc on va garder ça en tête. Les flux pareil, là c'est faux parce que j'ai mal rentré mes informations sur Bagger. D'ailleurs, petite, disclaimer les amis, si vous n'avez pas Bagger, tout, ce que vous voyez, toutes les visuels ici que vous voyez sont, donnés et fournis par Bagger. C'est tout simplement la meilleure app si vous faites du stock picking, n'hésitez pas, hop, on va aller dessus à vous mettre, les patounes dessus. Vous avez 14 jours totalement gratuits, il y a pas de carte bleue, il y a rien à rentrer. Vous avez, 14 jours pour vous faire les mains dessus. Vous avez mon code créateur, vous avez 10 après soit sur votre abonnement annuel ou mensuel. Donc j'ai plus les tarifs en tête, mais vous tapez Logic 10 à la fin et vous avez 10 sur, ce, tarif-là. Ça pourra être très intéressant pour vous et c'est clairement le meilleur outil pour faire du stock picking et de la gestion de portefeuille. C'est vraiment le meilleur outil, l'outil que j'utilise quotidiennement. Vous avez plus de 50 000 actions répertoriées. Vous avez un très très bon screener. Vous avez l'onglet communauté, je le redis toujours, c'est tout simplement l'onglet vraiment caché un petit peu dans Bagger, mais vous avez d'excellentes thèses et quand vous allez vouloir choisir une entreprise, vous pouvez vous replonger dans un petit peu ce qu'ont écrit les gens qui s'intéressent à ces entreprises-là et c'est vraiment une mine d'or, les amis. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça si ça vous intéresse et c'est vraiment encore une fois le meilleur outil pour faire du stock picking et du suivi de portefeuille. Et en plus, c'est dev par des Français, Cocorico. Donc allons les soutenir. Donc le flux par mois, on est à peu près à 1200, 1300 € de DCA par mois. Ça correspond. Là, j'avais un excès d'épargne. On a justement, maintenant, on va passer aux ventes et aux achats du mois de mai. Donc j'ai vendu mes positions sur Alibaba, je l'avais dit dans un tweet, il me semble, que Alibaba ne, me convenait plus. J'avais déjà mis des coups de canif dans, comment dire? Mes critères pour la faire rentrer dedans. Le problème, c'est que ça fait trimestre après trimestre qu'on est en train de nous remballer, que les marges ne s'améliorent pas et cetera, parce qu'on met énormément d'argent dans le cloud, mais le cloud n'est toujours pas forcément rentable par rapport au CAPEX et le problème, c'est que le business model d'Alibaba n'a pas d'énormes marges. Donc avec Pinduoduo et JD Sport, ils sont en train de s'entretuer, Temu et cetera, AliExpress pour, garder leur, part, du gâteau et j'ai préféré vendre. Alors, je crois que je vends à 10 de plus-value alors que j'avais quasiment un +30 donc j'ai pas vendu forcément au meilleur moment. Mais je préfère partir avec ça, je préfère renforcer Tencent qui lui a un modèle beaucoup plus sain pour, aller investir sur le cloud et qui sera aussi un des grands gagnants. Donc j'ai préféré vendre Alibaba, les trimestres, que je voyais étaient, de plus en plus moyens donc j'aurais peut-être dû vendre avant mais j'ai préféré la vendre. J'étais pas forcément à l'aise avec le fait de la détenir plus longtemps, donc Alibaba est passé à la trapinette. Il n'y aura pas, d'autres ventes dans le portefeuille, mais j'ai préféré la vendre. J'étais pas forcément hyper à l'aise, sachant que je l'avais déjà en ETF, avec l'ETF Asie. Donc voilà, j'ai préféré prendre mes gains dessus. Achat, on a acheté du coup le GEPQ, je vous l'avais expliqué, on en a acheté quelque part, on renforcera avec la vente de l'ETF. On a ouvert une position sur ce mois de mai 2025, 2026 sur Booking Holding. On en a acheté 5. On a renforcé au mois de juin, je vous le dis, en avant-première. On a renforcé la poche Booking et on a renforcé aussi la poche Asie, où je trouvais que cet ETF remplissait les critères des boîtes que j'avais envie de suivre, que ce soit TSMC, que ce soit SKNX, de loin, même si je vais vous expliquer à la fin des vidéos pourquoi je ne rentrerai jamais sur cette boîte en action complète et que je préfère y être exposé via mon ETF et
Repéré. Du coup, renforcer un petit peu ce ETF-là. On avait des boîtes qui étaient plutôt solides dedans et j'avais pas forcément d'autres entreprises dans le viseur à ce moment-là. J'aurais peut-être pu remettre une cartouche sur Mastercard. Quoiqu'au mois de mai, Mastercard, elle était pas forcément gratuite, elle était pas forcément très bon marché. J'ai failli à un moment mettre un coup de canif dans le SaaS que je ne voulais pas jouer avec ServiceNow. J'aurais dû, parce que l'entreprise a fait une belle perf. Mais on va en reparler par la suite. Peut-être que je vais aller jouer une boîte de SaaS sur le mois de juillet. On verra en tout cas où elle en est au mois de juillet. Donc, les SCPI, les amis, une part de Quorum USA, une part de logging, 27 000 euros sur les SCPI. Les revenus mensuels, ils ne sont pas de 160 euros, ils sont de 140 et quelques. Louv'Invest, je ne sais pas ce qu'ils font avec les revenus, mais en tout cas, ils se trompent. En termes, de, performance sur le PEA les amis, le PEA qui a fait plus 0,71. Le parent pauvre, hein, il a que 100 € de DCA, le pauvre petit, PEA et le PEA il joue quoi? Il joue juste l'Amundi Eurostock 550 pardon, les 50 plus grosses capis boursières européennes, point barre. J'ai, des vestiges, ça c'était toutes mes toutes premières actions achetées en 2023 quand j'ai ouvert un PEA, quand j'ai écouté les vidéos, que tout le monde faisait: «Achetez, faites du PEA les gars parce que l'avantage fiscal, il y a les meilleures boîtes du monde sur PEA». Bah, j'ai acheté du verre liquide, bon, c'est peut-être ma seule réussite, j'ai envie de dire. Total, c'était pas déconnant, mais en fait, je l'ai acheté cher, Total à 62 euros, donc j'ai presque envie de vendre maintenant et de racheter peut-être plus bas, mais au final, je me dis, il y a 4 actions, je m'en fous. Ça me donne un dividende sympa, enfin bref. Et du coup, j'avais à un moment basculé sur la share MSC World, mais au final, ça faisait doublon avec le S&P 500, je trouvais, qui est pas mal, le MSC World, qui est beaucoup tourné vers les États-Unis. Donc, je ne renforce pas, je renforce juste la Mundi Eurostock 50, les 50 plus grosses capilles boursières européennes, point barre. Et je ne le regarde pas. Il fait sa petite vie, voilà, sa petite vie de PEA et il y a clairement pas beaucoup d'argent dessus. La globalité du patrimoine, 113 000 euros, je crois que c'est plus 3 000 euros par rapport, un petit peu plus de 3 000 euros par rapport à 2026. On va aller voir tout ça en direct. Ouais, voilà, un petit peu plus de 3 000 € de plus, ça fait toujours plaisir. Donc on a, hop, 32 000 € d'ETF, 28. Donc là, cette, poche-là d'ETF va, comment dire, passer un petit peu à la moulinette au profit des actions. On a 22 de, SCPI. Pareil, là, ça va grossir beaucoup moins vite que cette poche-là et les livrets de sécurité, mais j'ai même pas tout rempli en vrai, j'ai juste vraiment pris des livrets qui peuvent être amenés à jouer un gros crack en bourse si vraiment il y a du moins 40 ou du moins 50% qui a vraiment du sang sur les marchés, les amis. Donc, petite hop, digression un petit peu, j'entends beaucoup parler justement en cette fin de vidéo, on va aller la voir, beaucoup parler de gens justement, on a SKNX quand je fais cette vidéo qui a pris moins 20% et beaucoup de gens me disent mais est-ce que c'est un bon moment pour renforcer, etc. Est-ce que vous êtes à l'aise sur des entreprises cycliques? C'est ce que vous devez vous demander. Est-ce que vous savez si on est en haut du cycle, si on est au moyen, on est au milieu du cycle ou est-ce qu'on est totalement en train de redescendre? Pourquoi je vous dis ça? Regardez-moi ces foutus free cash flow. On a bien évidemment une boîte qui est cyclique. Donc là, on a 3 merveilleuses années, peut-être 4, peut-être 5. Maintenant, est-ce que vous savez dans le cycle où on se trouve? Non, c'est strictement rien, les amis. Côté valorisation, c'est peut-être pas excessivement cher, 19 de PE actuellement, 5 de forward PE, sachant que le forward PE, il est quasiment validé sur les 4 prochains trimestres. Mais clairement, quand je vois le cours de bourse, moi, je suis pas à l'aise à rentrer dans un train qui est lancé à 200 km/h. Je l'avais déjà dit, mais j'ai failli rentrer à 400, voilà, 477 euros. Moi, j'avais un prix juste à 460, hein, donc j'ai envie de me mettre une tarte dans la tronche. Je ne suis pas rentré pour 17 euros. J'ai raté une hausse, allez, même si on prend la baisse, hop, de 116%. Voilà, j'ai raté 116% sur SKNX. Tant pis. Maintenant, le train est lancé à 200 km/h. J'aurais plus de chances de me péter une guibole et un bras à essayer de rentrer dans le train à cette vitesse-là. J'ai laissé passer tout ça. Maintenant, c'est fini. Moi, je préfère comment dire, aller suivre des boîtes qui sont peut-être cycliques, mais qui sont dans un bas de cycle, en tout cas qui sont dans un bain de sang, que faire comme monsieur tout le monde et me dire, allez, j'investis dans SKNX, de toute façon, ça ne fait que monter, ça fera que monter. Non, j'ai pas forcément envie d'aller là-dessus. Tout ça, en plus, je pense, en grande partie par les résultats de Broadcom qui ont été excellents, mais la boîte n'a pas relevé ses guidance et bah, le marché a très mal réagi. Pareil, Broadcom, ça s'achète 62 de PE, à 62 fois les bénéfices, et ça s'achète à 57 fois les free cash flow, à 55 fois les operating cash flow. Et quand on regarde la moyenne sur 10 ans, la boîte, pour moi, est surévaluée de zinzin, et beaucoup de gens sont rentrés. Et encore, Broadcom, c'est pas la pire. On va aller voir AMD vite fait. AMD, attachez vos ceintures, les mecs, ça s'achète à 151 fois les bénéfices, et même en forward PE, ça s'achète à 53 fois les bénéfices, à 106 fois les free cash flow. Enfin, clairement, là, les gens qui sont rentrés sur AMD et qui me disent
ou que je vois passer par message: «Putain, AMD a perdu 10, j'ai envie de me positionner parce que regardez-moi les gars, ça fait que monter, bordel de merde». Ça a fait combien là? Hop, ça a fait 2000, non, ça peut pas faire 2000 AMD, qu'est-ce qu'il raconte là? Là, il y a un bug les amis, mais ouais, voilà, là, il y a un bug. Mais comment dire? Ça a fait, d'énormes perfs, certes, mais c'est pas le moment de vous positionner les mecs, parce que vous arriverez en fin de maillon de la chaîne et vous allez tout simplement vous faire liquider la tronche. Alors je suis pas en train de dire que je vais, shorter AMD, mais je suis beaucoup plus inquiet sur AMD que sur Nvidia. D'ailleurs, encore une fois, je vous prépare une vidéo sur Nvidia, elle va être simple, concise, on va parler de la keynote et pourquoi Nvidia pour moi à 20 de forward PE, à 42 fois les free cash flow et à 39 fois les operating cash flow, ça reste cher, mais on a vraiment une entreprise qui se diversifie et qui rajoute des tout simplement segment de revenus. Elle est rentrée sur le CPU il y a très peu de temps. Tout le monde disait ouais mais AMD est mieux placé qu'NVIDIA pour le CPU, pour l'IA agentique, etc. La vérité c'est que en quantitatif, je crois que AMD fait 16 milliards sur les CPU. Et la vérité, c'est que Nvidia est rentré dans le jeu du CPU et va faire 20 milliards sur 2026. Donc ils vont caloter AMD sur leur propre segment et Nvidia va rentrer bientôt en, comment dire, en match avec Apple, Intel et comment dire? Et encore une fois AMD sur, les processeurs et grâce à leurs nouveaux processeurs, je trouve que Nvidia est, en train de passer d'une boîte qui avait un gros, comment dire? Il y avait une grosse décote sur Nvidia, enfin, même si c'est la première capi boursière, parce qu'elle avait que très peu de clients. Mais là, avec les nouveaux processeurs, moi je trouve qu'elle rentre dans un nouveau segment qui peut lui rapporter énormément de pognon. Et clairement, sur la valo, la seule, comment dire, le seul point noir d'Nvidia, c'est sa capitalisation boursière. C'est parce que c'est la première capi au monde. C'est ce qui la freine, en fait, les amis. Et même si elle venait à doubler sa capi, je crois qu'on ferait que du 80% sur Nvidia. Donc l'entreprise, ça reste mon numéro un en termes de portefeuille. Je ne la renforcerai pas, à part grosse baisse. Mais clairement, les gens qui n'ont pas de Nvidia en portefeuille, je trouve qu'à 20 forward PE, même si on est dans un cycle, peut-être qu'on est dans un haut cycle, je ne sais pas encore une fois, personne ne peut savoir. Je trouve que la boîte se diversifie bien, a une base solide et en tout cas, ce que j'ai vu sur les processeurs dans la keynote me fait dire qu'NVIDIA est clairement bien placé, en tout cas bien mieux qu'AMD, bien mieux qu'SK hynix, bien mieux que Broadcom pour aller vraiment défoncer un petit peu le S&P 500 sur les 5 à 10 prochaines années. En tout cas, moi, c'est mes convictions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo suivie de portefeuille vous aura plu. Dites-moi quelle est la perf de votre mois de mai. On peut aller voir vite fait les portefeuilles d'avril. Mais en avril, la poche quality avait bien mieux marché et la perf du portefeuille global était de 4%. Actuellement, on a fait à peine, on va revenir, parce que j'ai déjà plus de mémoire, à peine 2%. On a moins bien performé qu'en avril, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en investissement, investir est une formidable raison d'être heureux.